Et à ce moment-là, j'avais seulement 14 ans. Je roulais déjà dans la catégorie senior, c'est-à-dire que je roulais avec des pilotes qui avaient entre 15 et puis 25 ans. Puis je roulais avec des pilotes qui avaient trois fois plus d'expérience que moi, qui étaient champions du monde, champions d'Europe en titre. Et puis à cette première course, qualification, j'ai réussi à prendre la deuxième place sur plus de 90 pilotes. Donc, je dirais que ça, c'est jusqu'à maintenant un de mes plus grands accomplissements. Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport. Le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Aujourd'hui, je reçois Dani Bunchu, pilote automobile au parcours impressionnant. 3 fois champion de Suisse de karting, plusieurs participations aux championnats du monde, vainqueur du trophée KartMag, vice-champion de France en Formule Renault 2 et cette saison, il évolue en European Ultimate Cup Series dans la catégorie European Endurance Prototype Cup au sein du team Lamo Racing Car. Cet épisode marque l'arrivée d'une nouvelle discipline sur le podcast, le sport automobile et plus précisément l'endurance. Et qui dit nouvelle discipline dit aussi potentiellement nouveaux auditeurs. Un court rappel s'impose. Le concept du podcast repose sur un format avant-après événement et Dany a choisi la première manche de son championnat qui se déroulera au Castellet sur le circuit Paul Ricard. Dans ce premier épisode, tu vas découvrir son parcours sportif, les étapes clés qui l'ont mené jusqu'ici, mais aussi comment elle s'entraîne et se prépare pour cette nouvelle saison. Ce sera l'occasion de découvrir les coulisses de l'endurance, stratégie, gestion de course, travail d'équipe. Et en fin d'épisode, Dany partagera ses ambitions et ses attentes pour cette première épreuve. Mais ce n'est pas tout. Après sa course, un second épisode sera enregistré. On reviendra ensemble sur son week-end de compétition où il nous donnera son ressenti et nous parlera de ses objectifs pour cette saison et la suite de sa carrière. Mais ne perdons pas plus de temps et allons tout de suite à la rencontre de Dany. Salut Dany, comment tu vas? Ça va bien et toi? Eh bah écoute, nickel, ça me fait extrêmement plaisir de te recevoir sur le podcast. Comme tu as pu l'entendre, c'est vraiment une nouvelle discipline qui s'offre, en tout cas, que tu nous permets de découvrir sur ce podcast-là. Et très hâte de commencer cet épisode. Et avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et nous dire quel était le premier sport qui t'a passionné? Écoute, déjà, merci à toi pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Et puis, pour me présenter rapidement, je m'appelle Dany Bunchu, j'ai 21 ans. Je suis étudiant en management à l'université de Fribourg et je suis pilote automobile. Tout simplement, le premier sport qui m'a passionné, ça a été le sport automobile. Voilà, j'ai jamais trop exploré d'autres sports. J'ai fait un petit peu de basket, un petit peu de tennis par-ci par-là. Mais le sport principal qui a toujours résonné dans ma tête, ça a toujours été le sport automobile. Mais alors, comment cette passion, elle t'est venue? Alors, elle m'est venue de mon grand frère, qui a 12 ans de plus que moi. Voilà, c'est mon demi-frère. Et lui, en fait, son père était garagiste à l'époque. Et puis, alors je sais plus exactement quoi comment parce que bon, j'étais pas né à ce moment-là, mais il a été amené à commencer le karting très jeune. Et puis moi, quand j'avais 6 ans, lui en avait 18. Et très vite, en fait, j'ai été amené à le voir sur les circuits avec mes parents. Et en fait, j'aime bien dire que je suis un peu né dans ce milieu. J'ai baigné très vite dans l'ambiance des paddocks, avec l'odeur de l'essence, l'odeur du gaz d'échappement, le bruit des moteurs, etc. Et puis très vite, ça m'a beaucoup plu. Et puis en fait, à l'époque, voilà, comme je pense beaucoup de petits frères, mon grand frère, c'était vraiment mon héros. Je voulais faire absolument tout comme lui. Et c'était vraiment ma source d'inspiration principale. Et donc en fait, ça m'a vraiment beaucoup plu dès le début et puis c'est comme ça que cette passion elle m'a été transmise. En tout cas, cette découverte du karting, comment ça s'est passé pour toi les premiers roulages? Alors, il me semble que j'ai fait mes premiers tours de roue à 5 ans ou 6 ans. C'était justement sur un week-end de course de mon grand frère. Et puis en fait, à côté du circuit principal, il y avait un petit circuit principalement fait pour les kartings de location. Et puis je me rappelle que un ami de la famille nous avait prêté le karting de sa fille, voilà un tout petit kart.
avec un petit moteur, vraiment quelque chose de pas très puissant. Il nous l'a prêté pour que je fasse quelques tours de circuit. Et puis voilà, ça a commencé comme ça m'a tout de suite vraiment beaucoup plu. Et puis en fait, du plus loin que je me rappelle, c'est un de mes premiers souvenirs de ma vie en fait. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Bah, c'est quand même un sacré premier souvenir et surtout je voulais savoir, donc le karting tu le découvres à 5-6 ans, mais la compétition, moi j'ai aucune idée, c'est à quel âge tu peux, commencer les compétitions? Alors moi, j'ai commencé la compétition dans l'année de mes 9 ans, quand j'avais 8 ans. Avant ça, dans les années où j'avais voilà 5, 6, 7 ans, c'était principalement du karting de location, un peu à gauche, à droite de temps en temps. Mais la compétition, j'ai commencé à 8 ans. Très bien et du coup de 5-6 ans jusqu'à 8 ans, tu fais du karting, de location. Ça se passe comment? En fait, tu viens juste, c'est tes parents qui t'emmènent, régulièrement ou c'est quelque chose qui reste encore assez occasionnel? Ça restait occasionnel, mais quand même assez régulier. J'y allais, je pense, bien 3, 4 fois par mois. Puis je m'y allais le mercredi après-midi avec ma maman, souvent, parce que j'avais pas l'école le mercredi après-midi. Et donc voilà, mais c'était assez occasionnel. OK. C'est vrai qu'il y a quand même un gap entre, bon, le fait d'aller faire, du karting pour le plaisir et de se mettre sur, une grille de départ. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à faire de la compétition, ou en tout cas, au moins à tester déjà la compétition dans cette discipline? Bah, encore une fois, c'est dans la suite logique de suivre le parcours de mon grand frère. Voilà, au début, quand je faisais karting de location, c'était vraiment purement pour le plaisir. Puis ensuite, voilà, on voyait que je me débrouillais quand même pas si mal pour mon jeune âge. Et puis ouais, tout naturellement, dès que j'ai eu l'âge, et puis que tout s'est mis un petit peu en place, bah on a acheté un karting et puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé la compétition. Peut-être tu as la réponse aujourd'hui, mais je pense à l'époque, tu es jeune, donc tu te poses peut-être pas cette question. Mais est-ce que c'est compliqué quand même de, on va dire, au niveau de la logistique ou même financièrement, d'aller faire du karting en compétition? Oui, malheureusement, c'est compliqué. D'un point de vue financier, en fait, voilà, dès les débuts, même quand on est très jeune, puis que c'est censé être le moment où tout coûte moins cher, ça coûte déjà quand même un petit billet. Et puis pas tout le monde peut se le permettre, voilà. Et donc je dirais que c'est pas le sport qui est le plus facile à intégrer, parce que voilà, dès le début, il faut quand même des moyens, il faut quand même du soutien derrière. Et puis et voilà, c'est comme ça que qu'il faut commencer, mais c'est sûr qu'il faut être soutenu derrière. OK. Est-ce que tu peux nous raconter ton évolution dans le sport automobile depuis, du coup, ces premières années karting, jusqu'à aujourd'hui? Alors pour la petite histoire, toujours en lien avec mon grand frère, lui aussi avait continué sa carrière et puis avait gravi les échelons du sport automobile et malheureusement, on a dû mettre un terme à sa carrière par faute de moyens financiers. Et donc en fait, à ce moment-là, en fait, je commençais moi les compétitions et ça a été assez difficile pour toute la famille. Voilà, ça a été un petit peu un crève-cœur pour tout le monde. Et donc en fait, au début, j'ai vraiment commencé, mais purement avec l'aspect plaisir qui primait surtout. Voilà, le but c'était que, alors oui, je faisais des compétitions, oui, on faisait les choses bien, et puis moi, je me donnais au max. Mais voilà, au début, c'était vraiment sans prise de tête, purement pour le plaisir, voilà, passer des week-ends en famille. Et comme ça s'est déroulé comme ça pendant plusieurs années. Jusqu'au jour en fait où voilà, en championnat suisse, je commençais à vraiment bien me débrouiller, malgré le fait que voilà, je roulais pas forcément autant que les autres, j'avais pas forcément tout le temps les meilleurs moteurs et cetera. On voyait que j'arrivais quand même à bien me débrouiller, à jouer pour, des podiums, des victoires en championnat suisse. Et puis c'est à partir de ce moment-là où ma carrière, elle a pris un tournant un peu plus sérieux, on va dire, où, là on s'est dit: «OK, il y a moyen de faire quelque chose». On va quand même essayer, on va quand même se donner les moyens et puis vraiment faire les choses bien. Et puis je dirais que c'est à ce moment-là où ça a plus pris une tournure professionnelle et plus appliquée qu'avant. Et toi, mentalement, le déclic qui a fait ça, parce que là, on voit, c'est les résultats, mais toi, est-ce que tu as eu un déclic qui t'a, fait passer dans
la partie vraiment plus compétition que plaisir, on va dire? Alors comme ça, je dirais que c'est aussi le fait qu'en fait, moi-même, je voyais que je commençais à vraiment bien me débrouiller. C'était, quand j'avais, 13 ans où, là vraiment je pouvais, me battre, pour des victoires en championnat suisse et là moi-même en fait ça m'a donné envie de OK, vraiment prendre les choses plus au sérieux et puis essayer de faire vraiment les choses bien pour essayer de là, à ce moment-là, vraiment gravir les échelons. Pourquoi pas aller rouler dans des championnats, nationaux de différents pays, et puis même des championnats d'Europe. Et puis ouais, c'est à ce moment-là où ça a pris une tournure un peu plus sérieuse, on va dire. Et toi, à ce moment-là de ta carrière, tu pensais tu avais déjà des objectifs, on va dire à très long terme? Ou enfin l'objectif était plutôt de progresser en karting et d'atteindre le meilleur niveau, Alors, je dirais qu'à ce moment-là, il y avait encore l'histoire de mon frère qui résonnait dans ma tête. Voilà, c'est que c'était quand même un gros risque à prendre, de directement viser très loin. Donc je dirais qu'au début, c'était plutôt, essayer de vraiment faire de mon mieux en karting, essayer de voilà, faire des bons résultats à l'international. Et c'est ensuite, en fait, petit à petit que ça s'est développé, dans ma tête, d'aller plus loin et puis d'essayer de devenir pilote professionnel un jour. Mais je dirais que c'est venu vraiment progressivement et puis au fil des résultats, des succès que j'ai eus, c'est comme ça que ça s'est mis en place. Mais ça a été un processus qui a été assez long. Voilà, encore une fois en lien avec l'histoire de mon grand frère qui s'est pas très bien terminée. Voilà, il fallait que toutes les étoiles soient réunies, on va dire, pour que ça puisse aller, aller comme ça. et en karting, en tout cas dans cette discipline, quels sont tes plus grands accomplissements? Alors, mes plus grands accomplissements, bah, je dirais déjà, mes 3 titres de champion suisse, dont la première fois en étant rookie de la catégorie. Ça, je dirais que ça a été mon plus grand accomplissement, en karting. Et puis ensuite, voilà, forcément, il y a eu les participations en championnat d'Europe, championnat du monde, où pendant plusieurs années, j'ai souvent été le meilleur Suisse classé dans ces championnats-là. Mais je dirais un moment qui m'a vraiment marqué et puis qui, je pense jusqu'à maintenant a été ma performance la plus incroyable. C'était à ma toute première course internationale. C'était le championnat d'Europe de karting. Et à ce moment-là, j'avais seulement 14 ans. Je roulais déjà dans la catégorie senior, c'est-à-dire que je roulais avec des pilotes qui avaient entre 15 et puis 25 ans. Et puis je roulais avec des pilotes qui avaient 3 fois plus d'expérience que moi, qui étaient champions du monde, champions d'Europe en titre. Et puis à cette première course, en qualification, j'ai réussi à prendre la deuxième place sur plus de 90 pilotes. Donc je dirais que ça, c'est jusqu'à maintenant un de mes plus grands accomplissements. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est quand même quelque chose. Et toi, quand tu dis 90 pilotes, je me demandais si, sur la piste, au moment de la course, tu as un cut qui doit se faire à ce niveau-là? Oui, oui, bien sûr, c'est réparti en plusieurs groupes. Par OK. exemple, les qualifications, ça se fait, il me semble, en 3 ou 4 groupes. Et puis ensuite, voilà, on fait une moyenne, des chronos. Ensuite, pendant les courses, là, il y a plusieurs manches qualificatives pour vraiment dispatcher les pilotes. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur une piste en karting, en tout cas, le maximum, c'est 34 ou 36 pilotes à la fois. Donc voilà, forcément, on peut pas être les 90 en même temps. Mmh. Donc non, c'est tout le long du week-end dispatché pour ensuite voilà faire les éliminations et puis prendre les 34 ou 36 meilleurs pour la finale. Qui dit qualification en deuxième position, c'est-à-dire que derrière tu fais la course, bah, bien placé sur la grille avec les meilleurs de la KT. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Alors, je pense que les premières manches qualificatives, je pense que c'était les moments les plus stressants de ma vie parce qu'en fait, je m'attendais tellement pas à être à cette position-là, pour ma toute première course internationale. Donc non, ça a été vraiment, vraiment très, très stressant. Forcément, les manches qualificatives, les premières se sont pas hyper bien passées parce qu'en fait, j'avais absolument aucune expérience à ce niveau-là. Les autres en avaient beaucoup plus. Et puis je dirais qu'en tout cas la première, j'ai un peu subi. C'est que je m'attendais vraiment pas à ce que je roule avec des pilotes de ce niveau-là. Euh,
Et puis, mais voilà, finalement, ça s'est quand même plutôt bien passé. J'ai réussi à un minimum gérer, on va dire. Et puis à la fin, il me semble qu'après les manches, je me retrouve 20e, ce qui est toujours très bien. Voilà, même si je partais deuxième ou en pole position pour les manches. Et puis en finale, je finis 16e. Voilà. Et c'est Ah, toujours un ok. résultat qui est vraiment hyper impressionnant pour vraiment le peu d'expérience que j'avais et puis pour vraiment une première course internationale, quoi. Ouais, ouais, bravo en tout cas pour cette performance. J'imagine que ça a dû mettre du coup un bon déclic pour la suite des courses, en tout cas internationales en karting. Et je voulais savoir aussi également comment s'opère la transition, en fait, quand on veut sortir du karting pour d'autres disciplines. Est-ce que tu as eu tes propositions? Est-ce que c'est toi qui choisis? Comment s'est défini ce moment de transition? Alors, en règle générale, c'est nous qui choisissons en fait, quand on veut faire le pas. Au début, voilà, c'est nous qui devons contacter les teams, demander des devis, regarder les différentes possibilités de championnat, les différents types de véhicules qu'on peut conduire, et cetera. Mais pour moi, en fait, ça s'est passé comme ça. En fait, ma dernière année de karting, en 2022, j'ai eu une proposition d'un championnat qui voulait me faire rouler, alors pour en midget 1300, pour ceux qui Mm. connaissent. Voilà, c'est vraiment des petites voitures, pas très puissantes, mais en fait, voilà, pour commencer, pour avoir une première expérience, sur circuit automobile, c'est vraiment pas mal. Et en fait, moi, on m'a proposé d'aller faire une course à Manicourt, voilà, comme ça, pour tester. Et puis, bah, voilà, forcément, j'y ai été, ça s'est plutôt bien passé. Il me semble que j'avais fini, 7e sur, plus de 25 pilotes, alors que je connaissais pas la voiture, je connaissais pas le circuit, j'avais absolument jamais fait de course, sur circuit automobile en voiture. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment donné envie d'en fait, OK, là, peut-être c'est le moment de faire le pas, peut-être c'est le moment de regarder les différentes possibilités et puis, voilà, pour moi, ça s'est passé comme ça. Mais ouais, je dirais en règle générale, c'est toujours des discussions à avoir avec les parents, avec la famille ou le manager s'il y en a un et puis, voilà, explorer les différentes possibilités, on va dire. Toi, quel était ton choix? C'est directement porté en fait sur l'endurance. Pour moi, ça a pas été tout de suite l'endurance. L'endurance, ça a toujours été quelque chose que je visais, que je prévoyais de faire. Mais pour une première saison complète en voiture, on a décidé de participer à la Formule Renault Cup, qui est en fait le championnat de France de Formule Renault 2 litres. Pourquoi ce choix? Parce qu'en fait, la monoplace, je dirais qu'en termes de pilotage, c'est vraiment la chose la plus pure qui soit. Ce sont les voitures qui sont le plus difficiles à conduire. Et en fait, pour une première année, c'était vraiment l'opportunité pour moi de vraiment apprendre directement dans une voiture qui est compétitive, qui a de l'aérodynamisme. Euh, et qui est très performante. Et puis en fait, on s'est dit que voilà, le jour où moi j'arrivais à emmener cette voiture loin, et puis à la rouler vite tout simplement. En fait, après, si je me déplaçais dans d'autres disciplines, là, ça serait beaucoup plus simple. Donc en fait, ça a été vraiment, ouais, pour l'expérience et puis pour moi en tant que pilote, vraiment bien me former. Ok, donc ça c'est vraiment un choix, oui, porté sur, pour on va dire, augmenter tes compétences techniques, surtout en termes de pilotage. Mmh. Et cette saison, ça se passe comment alors? Et ben, elle se passe, très, très bien. Elle se passe très, très bien parce que, ce qui est bien, c'est qu'en fait, dans mon équipe, on était 3 jeunes pilotes. Moi, un Ukrainien et puis un Français. Et puis, en fait, vraiment les 3, c'était notre première saison en voiture, et puis on se «tirait la bourre» entre guillemets, et puis vraiment pour travailler sur le pilotage, sur les analyses de données, c'était vraiment top. Et puis ça s'est vraiment très bien passé. J'ai réussi à gagner la première course, sous la pluie, pour ma toute première course en monoplace. Donc c'était vraiment top. Et puis ensuite voilà, au fil de la saison, j'ai enchaîné les podiums. J'ai réussi à avoir une dernière victoire au Mans, pour la dernière course, du championnat. Et puis finalement je termine vice-champion. Donc non, ça s'est vraiment très, très bien passé et puis ça a été vraiment un gros coup de boost pour la suite. Après une saison comme ça, en Formule Renault, ce genre de performance, c'est remarqué par d'autres teams. Est-ce que tu aurais pu,
en fait, continuer dans cette, catégorie ou pour toi, finalement, c'était le bon moment de switcher? Alors non, pour moi, ça a directement été le bon moment. Et puis voilà, au niveau des autres teams, je dirais que oui, forcément, si moi j'approchais d'autres teams, j'avais un palmarès à présenter, voilà, je pouvais leur dire: «Bah, voilà, j'ai fait vice-champion de ce championnat-là, et puis donc voilà, je suis capable de ça». Mais non, moi, mon ambition, ça a jamais été de continuer, dans cette voie-là, donc la voie de la monoplace, parce qu'en fait les coûts sont vraiment, très élevés, pour ce que c'est, en tout cas j'estime. Voilà, une saison en Formule 4, par exemple en Italie, c'est, facilement, 200-250 000 €. Et puis en fait voilà, pour ce que c'est, et puis pour les possibilités qu'il y a derrière, pour moi c'était bien trop cher et puis pas très intéressant. Et voilà, en fait, moi, mon objectif avec la Formule Renault, c'était vraiment d'apprendre et d'ensuite, directement rebondir sur l'endurance. Et puis, voilà, pour moi, c'était la meilleure chose à faire. Mais non, du coup, ça a jamais été, mon ambition de poursuivre dans cette voie-là. Là, comment ça se passe? Tu avais déjà un peu des écuries types que tu voulais, déjà approcher ou tu as déjà reçu en parallèle peut-être même des offres pour rejoindre certains championnats? Alors j'avais reçu, quelques offres, c'était rien de très fou, on va dire, un petit peu par-ci par-là, mais il y a rien qui a vraiment, je dirais retenu mon attention. Moi mon passage vers l'endurance, en fait, s'est fait tout naturellement parce que je suis tout simplement resté avec la même équipe, avec laquelle je roulais en Formule Renault. En fait, entre 2023 et 2024, eux-mêmes faisaient la transition vers l'endurance, parce qu'ils ont acquis, 2 voitures, 2 Nova NP02. Et puis en fait, vu que ça s'était hyper bien passé en 2023, pendant l'année en Formule Renault, bah, forcément tout naturellement en fait je suis resté avec mon équipe, et puis j'ai vraiment, fait cette transition en même temps qu'eux. Et puis en fait ça a été hyper intéressant parce que du coup, moi-même, je devais aussi mettre du mien d'un point de vue aussi développement, vu que l'équipe était toute nouvelle en endurance, eux-mêmes découvraient, ils devaient apprendre plein de choses, et donc vraiment on a fait cette transition ensemble. Donc ça, c'était pour la saison 2024. Mmh. Donc là, on part en tout cas aujourd'hui, on va parler aussi d'un épisode en lien, avec le début de la saison qui est 2025. Sachant que tu as déjà fait une saison dans cette catégorie, notamment si je me trompe pas, du coup, tu es toujours cette année avec la même équipe, le même team. Heu, Quels sont vraiment les atouts majeurs d'avoir fait une saison déjà dans cette catégorie? Bah, en fait, je dirais que, tout simplement, en fait, maintenant je sais comment ça se passe, je connais vraiment bien la voiture, même d'un point de vue stratégie et cetera, je pense que j'ai pu acquérir les bons réflexes, et puis, en fait, je pense que juste la tâche sera beaucoup plus facile que l'année passée parce qu'en fait, j'aurai beaucoup moins de choses à apprendre et à découvrir. Moi-même aussi d'un point de vue, purement pilotage. Et puis en tant que pilote, je pense vraiment avoir passé un cap l'année passée. Et puis en fait, voilà, je dirais que cette année, enfin tout est réuni pour pouvoir vraiment, viser des bons résultats, et puis se concentrer sur les bonnes choses au bon moment et puis, maximiser la performance. Et autre question, est-ce que les circuits, c'est les mêmes que la saison passée ou il va y avoir des différences? Peut-être que tu vas découvrir de nouveaux circuits? Alors non, il y a des similitudes. La particularité de ce championnat, c'est que la première course et la dernière course, elles se passent, toujours au Castellet, donc ça change pas. Ensuite, il y a des circuits qui reviennent, comme par exemple, le Mugello ou alors, Portimao au Portugal. Mais sinon, il y a un nouveau circuit, c'est, Aragon, en Espagne. Et ça, c'est un circuit que je vais découvrir. Mais sinon, voilà, tous les autres circuits, je les ai déjà roulés l'année passée et puis, il y a juste Aragon qui change. Pour ce qui est de la voiture, c'est la même voiture ou il y aura des changements? Alors non, c'est la même voiture. Ce qui change cette année, c'est que, c'est juste les pneus. Voilà, avant on roulait sur du Michelin, et là ça va être des Goodyear. Mais voilà, on a déjà eu l'occasion de les tester, pour les tests de pré-saison. Et puis ouais, je me suis directement, senti très à l'aise avec et puis voilà, mais soit pour dire qu'il y a pas grand chose qui va changer par rapport à l'année passée. Les pneus, on a commencé un petit peu à les comprendre, et puis voilà.
finalement, ouais, l'année passée, c'était vraiment une bonne saison pour découvrir la discipline. Et cette année, c'est quoi? C'est l'année pour la performance? C'est ça en fait, voilà, on a eu l'année d'apprentissage, et puis voilà, maintenant cette année, c'est vraiment, tout mettre bout à bout, se concentrer sur les choses essentielles et puis cette fois-ci vraiment aller chercher du résultat et de la performance, constamment, on va dire. Très bien. Bah, écoute, là, on va entrer un peu plus dans le sujet, du coup, par rapport à la préparation de cette première manche du championnat. Et pour commencer cette thématique, j'avais une question d'une des personnes de ton team que je vais te faire écouter et à laquelle tu pourras répondre par la suite. Salut les gars, j'espère que votre podcast se passe bien. Moi, une petite question pour Dany, j'aurais voulu savoir comment tu te prépares avant les courses quand tu es encore à la maison, qu'est-ce que tu fais pour préparer le week-end? Allez, à la semaine prochaine au Castellet, en forme. Excellent. Alors comment je me prépare pour les courses? Je dirais qu'en fait, déjà d'un point de vue général et puis assez logiquement, j'essaie de vraiment arriver sur le circuit, dans la meilleure forme possible. Une semaine avant, je fais vraiment très, très attention à bien dormir. Voilà, essayer de vraiment optimiser mon sommeil pour mettre toutes les chances de mon côté. Sinon aussi, j'essaye de rester actif, voilà, faire du sport, aller courir, aussi avant la course pour là, arriver sur le circuit tout frais et puis, vraiment pouvoir bien commencer le week-end. Sinon aussi en amont, je fais quelques séances de simulateur, sur le circuit et puis la voiture en question, pour essayer de voilà, directement prendre des repères. Et puis comme ça, dès la première séance, je peux directement être à 100%. Je sais exactement où freiner. Et puis je connais tous mes repères, donc non, j'essaie de vraiment arriver totalement préparé pour pouvoir en fait directement attaquer et puis pas perdre une seule seconde sur le week-end. Alors, j'ai plusieurs questions là, par rapport à ce que tu as dit. La première, c'est le simulateur. Tu sais, tu peux donc simuler sur le même circuit, mais avec la même voiture. Ça, comment ça fonctionne en fait pour avoir le même ressenti par rapport à la voiture que tu as le jour J? En fait, aujourd'hui, il y a des simulateurs qui sont quand même très très performants et puis qui reproduisent quasiment comme la réalité en fait ce qu'on peut ressentir sur la piste. Euh, donc euh, donc non, en fait, il y a tout qui est à disposition hein, finalement. Tous les circuits quasiment, en tout cas les principaux, ils existent sur simulateur, les voitures aussi. Et puis voilà, c'est tout simplement comme ça. La partie simulateur, ça occupe une bonne partie de ton temps de préparation ou finalement c'est peut-être qu'à certains moments clés dans la saison que tu utilises les simulateurs pour te préparer? Non, j'essaye d'être quand même assez régulier, même pendant l'hiver où on roule pas, entre décembre et puis février. Là, j'essaye de quand même, faire du simulateur régulièrement chaque semaine pour, en fait, on va dire rester dans le bain, et puis garder les bons réflexes et puis vraiment rester dans le truc, en fait. Donc non, il n'y a pas forcément des moments où je privilégie plus le simulateur qu'un autre. Peut-être si par exemple je dois découvrir un circuit sur lequel j'avais jamais roulé avant, là peut-être que je vais un petit peu plus faire de simulateur pour vraiment apprendre le tracé, qu'il soit bien ancré dans ma tête, et puis que quand j'arrive en fait ce soit comme si j'avais déjà roulé dessus quoi. Mais non, sinon il n'y a pas forcément un moment ou l'autre où je privilégie plus le simulateur. J'essaie de vraiment ancrer ça dans mon quotidien, dans ma routine, pour pouvoir rester dans le truc et puis garder mon niveau. Question, alors je vais peut-être me faire charrier par ceux qui connaissent, hein, le sport auto. Le simulateur, parce qu'on voit beaucoup en ce moment des gens avec, par exemple, le sim racing qui ont ça chez eux. Ça, c'est ton cas ou tu dois aller dans un endroit, spécifique? Alors non, j'ai un simulateur à la maison dans ma chambre. J'avais investi il y a peut-être un an et demi comme ça dans vraiment un bon simulateur. Donc non, en fait, j'ai tout à portée de main puis ça c'est vraiment utile parce que ouais, effectivement avant, je devais me déplacer pour aller faire du simulateur. Et puis ouais, c'était pas forcément hyper optimal parce que je pouvais pas le faire quand je voulais. Et puis là, c'est beaucoup plus facile, quoi. Et on va parler un peu préparation, physique. Est-ce que juste avant de dire comment tu te prépares, surtout je pense, la partie, vraiment, pré-saison, hivernale, le ressenti que tu as à bord de la voiture, lors de la course, physiquement, quel est ce ressenti physique? Pour qu'on puisse peut-être comprendre pour les personnes, donc moi y compris, et je pense sûrement beaucoup de personnes qui ne sont pas montées dans des véhicules, typés course.
Alors je dirais que la chose la plus impressionnante et puis puis physiquement la plus éprouvante, c'est vraiment les jets en fait qu'on prend. Il faut comprendre qu'en fait, voilà, quand on a un virage à gauche, en fait, on tourne à gauche et puis notre corps, il veut automatiquement aller à droite. C'est à force centrifuge. Et puis en fait, voilà, quand on prend des courbes à 200 km/h à fond, là, on sent que vraiment le corps, il veut aller de l'autre côté. Et puis, il faut vraiment avoir la capacité de tout se tenir, en fait. Aussi la tête, parce que voilà, la nuque, elle prend quand même un coup dans ce type de courbe-là. Puis je dirais que c'est ça qui physiquement est le plus éprouvant, quoi, dans une voiture de course. Et comment tu te prépares physiquement du coup à pallier déjà à ce problème physique? Bah, j'ai une préparation physique, assez régulière, toutes les semaines, voilà, je j'ai fait pas mal de cardio, je vais au fitness, avec des entraînements, quand même assez spécifiques, pour ma discipline, et puis ouais, je me prépare, juste, surtout pendant l'hiver, bah, c'est là où on a le plus de temps, et puis après pendant la saison, voilà, c'est vraiment rester actif, aller courir, faire du vélo, aller au fitness pour être en forme et puis maintenir cette forme physique. Et est-ce qu'aujourd'hui tu as un coaching, mental ou quelque chose un petit peu qui pourrait s'en apparenter? Alors, malheureusement, j'ai pas de coach approprié. Je dirais que autant sur le point mental que physique, j'ai toujours été très, autodidacte, dans ma manière de faire les choses. Et puis c'est aussi l'expérience, voilà, qui m'a beaucoup aidé. Mais non, malheureusement, je suis pas, coaché ni accompagné par qui que ce soit. J'ai déjà eu des séances où voilà, j'ai pu récolter plein d'informations et puis ensuite, pouvoir faire des programmes, et puis prendre des bonnes habitudes. Mais non, je suis pas forcément, accompagné au quotidien. Et ça me fait penser également, quand tu es alors peut-être en qualif, mais peut-être encore plus au départ d'une course, quel ressenti tu as? Est-ce que ça a du stress, de l'excitation, un mélange de tout ça ou d'autres choses? Dans ouais, quelle configuration tu te trouves, à ce moment-là? Alors, je dirais qu'au début, dans les premières années, en tout cas, moi, ça me stressait beaucoup, en fait, avant les départs. Limite, j'avais la jambe qui tremblait. Vraiment, j'avais, la pompe à 200. C'était un moment qui était assez stressant, mais je dirais qu'avec les années, j'ai vraiment réussi je dirais, gérer ce stress, voilà, en faisant des exercices de respiration, et aussi un peu de la visualisation. Et puis, en fait, aujourd'hui, ce stress, il s'est plutôt vraiment transformé en pure adrénaline, mais de la bonne adrénaline. C'est-à-dire que je me sens pas forcément mal ou quoi que ce soit. Juste, voilà, je suis juste prêt pour attaquer, on va dire. Puis j'arrive à me mettre un peu dans un mode, combattant, on va dire. Mais non, bien sûr, il y a un petit peu de trac et puis c'est toujours des moments où il faut réussir à garder les pieds sur terre, à rester stoïque puis bien faire les choses pour bien entamer la course. OK, et j'ai une question également que je pose à tous les invités, quelle que soit la discipline ou même leur statut sportif. Je voulais savoir comment est-ce que tu intègres, du coup, ton entraînement au sein de ta vie personnelle et professionnelle? Même si là, c'est vrai que le professionnel est un peu lié avec, peut-être ta pratique actuellement. Comment est-ce que tu intègres cette pratique-là du sport? Bah, je dirais qu'en fait, c'est tout simplement de maintenant, intégrer dans ma routine. Voilà, c'est que, je sais que tel jour, je dois aller au fitness, tel jour je vais aller courir. À ce moment-là, je vais plutôt faire du simulateur et cetera. Puis en fait, c'est vraiment ancré dans mon train de vie, on va dire. Puis ça me pose pas forcément, grand problème. D'un point de vue professionnel, j'ai aussi les études à côté. J'essaye de en fait, voilà, faire le tout bien et puis non, c'est plus une routine qu'autre chose aujourd'hui. Très bien, merci d'avoir répondu en tout cas à cette question parce que c'est toujours, une problématique finalement, importante à résoudre. Parce que quand ça joue pas comme on veut dans le sens, où c'est vrai que la le sport, pour la plupart des gens qui viennent sur le podcast, représente en tout cas beaucoup d'heures, que ce soit l'entraînement ou la pratique en elle-même, et c'est bien de pouvoir, savoir comment chacun enfin, en tout cas comment chacun gère, cette problématique. Après juste pour rebondir sur ta question, la différence avec le sport automobile, c'est que forcément on peut pas s'entraîner, par exemple comme un footballeur Mmh. ou bien comme des autres sports, tous les week-ends ou alors, plusieurs fois par semaine même. Donc en fait, au niveau de la pratique pure, disons que j'ai quand même moins de contraintes qu'un autre sportif.
Mais après forcément il y a tout ce qu'il y a autour et puis oui ça requiert quand même un peu de discipline pour faire les choses bien. Mais ouais, je dirais que c'est ça la principale différence par rapport à d'autres disciplines, quoi. Très bien. À présent qu'on sait comme tu te prépares pour les courses, j'aimerais en savoir plus sur, l'endurance, savoir un peu comment fonctionnent en fait, les courses, vu que c'est avec un système de relais et après en second temps, j'aimerais savoir aussi, comment fonctionne l'équipe avec les différents postes et ce que cela comporte. Alors l'endurance, à la différence des courses, sprint, comme on appelle, c'est que les courses sont beaucoup plus longues. C'est des courses qui vont de 4, 6, jusqu'à même 24 heures. Pour ma part, pour l'instant, je ne fais que des courses de 4 ou 6 heures. Mais non, c'est vraiment des courses qui sont très longues. Forcément, faire 4 heures tout seul, c'est pas trop possible. Et puis en fait, le système de l'endurance, c'est qu'on est plusieurs par voiture. Dans mon cas, on peut être 2 ou 3 pilotes. Puis en fait, ça fonctionne, par des systèmes de relais. C'est-à-dire qu'il y a un pilote qui va prendre le départ de la course, qui va faire un relais d'une heure et quart, d'une heure et demie. Ensuite, on va faire un pit stop où là, on va pouvoir, changer les pneus, ravitailler en essence, et puis, faire le changement de pilote. Et puis en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est vraiment, du relais comme tu as dit. Et puis voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Aussi un peu au niveau de la stratégie, là, il y a beaucoup de choses à faire, parce que voilà, on peut décaler les pit stops, on peut faire rouler un pilote un peu plus qu'un autre. Voilà, il y a plein de choses à faire. Sinon, dans l'équipe, aussi, chaque membre de l'équipe a vraiment un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'il y a les mécaniciens qui, si jamais il y a un problème sur la voiture ou alors même tout simplement lors des changements de pneus, il faut qu'ils soient très réactifs. Il faut qu'ils soient vraiment prêts à tout moment en fait devoir intervenir sur la voiture. Sinon, il y a aussi l'ingénieur qui a un rôle hyper important dans ces courses-là. L'ingénieur, en fait, c'est lui qui va vraiment regarder toutes les données, aussi se calquer avec les autres voitures, qu'est-ce que les autres équipes font, pour vraiment en fait établir une stratégie, aussi donner des informations au pilote. Le pilote lui-même doit aussi donner des informations sur le niveau d'essence, sur l'état de la voiture, sur l'état des pneus. Donc en fait, ouais, je dirais que c'est vraiment un gros travail d'équipe et puis chacun a son rôle à jouer et puis chacun peut avoir un impact sur le résultat final. À présent qu'on en sait un peu plus, en tout cas sur le fonctionnement de l'endurance, je veux savoir pourquoi toi, tu as choisi cette discipline? Qu'est-ce qui t'a attiré? Déjà, premièrement, cet aspect vraiment travail d'équipe, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, le fait de vraiment devoir collaborer avec tout le monde pour trouver des solutions, pour maximiser la performance. Déjà, ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Aussi, d'un point de vue purement pilotage, je dirais que l'endurance, c'est quelque chose qui me correspond assez bien parce que j'ai toujours eu un pilotage, très doux, très précis et puis, je suis pas le genre de pilote qui va mettre la voiture forcément de travers tout le temps, qui va pas détruire les pneus. En fait, je fais vraiment, attention au matériel, et puis, je pense qu'en endurance où la fiabilité, elle est vraiment primordiale, c'est quelque chose qui est important et puis qui me correspond hyper bien. Et puis sinon, finalement aussi, l'endurance, c'est, à mon sens, la discipline où il y a le plus d'opportunités aujourd'hui, parce qu'on est vraiment en train de rentrer dans un âge d'or de l'endurance. Par exemple, les 24 heures du Mans, ça devient vraiment très populaire. De plus en plus de gens suivent l'endurance. Il y a aussi énormément de constructeurs qui sont impliqués comme, Ferrari, Peugeot, Lamborghini, ou même Toyota. Donc en fait, c'est vraiment toutes ces choses-là qui ont fait que ça a vraiment été toujours un choix primordial pour moi. Est-ce que tu pourrais également nous parler du véhicule que tu as, de la voiture, en termes de caractéristiques sur la puissance, peut-être le poids et deux trois peut-être si elle a des spécificités pour que ceux qui connaissent pas forcément ce type, de voiture puissent comprendre un petit peu de quoi on parle? Alors c'est un prototype, Nova, NP02. C'est un prototype, fermé, qui développe, 400 chevaux pour, un petit peu moins de 800 kilos. Donc avec un rapport poids-puissance qui est très intéressant. Aussi, c'est purement une voiture de course. Donc voilà, il y a beaucoup d'aéros, des pneus slick, et puis c'est vraiment une voiture qui fonctionne très bien et puis avec lequel on peut vraiment faire de très belles choses. Et par rapport à des catégories comme, tu vois, tu as parlé des 24 heures du Mans, on voit des LMP1, LMP2, je pense que c'est
ce que la plupart des personnes connaissent en termes de noms de voitures d'endurance. C'est quoi les grosses différences? Moi, je me dis la puissance, mais est-ce qu'il y a d'autres différences? Bah, je dirais que, par exemple, une LMP1 à l'époque ou bien une hypercar de nos jours, je pense que bon, forcément, c'est plus puissant, ça va quand même plus vite, il y a plus d'aéro. De ce point de vue-là, il y a tout qui est un petit peu augmenté. Sinon, je pense qu'il y a aussi plusieurs spécificités. Par exemple, en hypercar, il y a de la récupération d'énergie. Aussi, c'est des moteurs qui sont hybrides. Donc en fait, il y a un petit peu plus de technologie, on va dire, et les voitures sont un petit peu plus complexes. Mais dans le principe et dans la forme, je dirais que la Nova NP02, ça se rapproche quand même pas mal de l'esprit en tout cas de ces voitures du Mans. Donc, euh, donc voilà un petit peu les spécificités qui changent quoi. Et sur les courses, d'endurance, tu nous as parlé des courses de 4 à 6 heures. Sur ce championnat, c'est des formats de tu as trouvé les 2 types de formats? Alors en tout, il y a 6 courses sur l'année. 5 courses durent 4 heures et une course dure 6 heures, celle de Portimao. D'accord. Le fait qu'on ajoute 2 heures, c'est quoi un relais? Un relais, c'est combien de temps, en fait? C'est souvent à peu près 1 heure et quart. 1 heure et quart dans ces environs-là. D'accord. Donc le fait de passer sur 6 heures, c'est que tu vas rouler, une fois, en tout cas, au moins un relais supplémentaire, dans l'idée? Ouais, dans Même l'idée, c'est ça. si Et puis la différence qu'il peut y avoir aussi, c'est que sur une course de 6 heures, hein, par exemple, si on est que deux, un des deux pilotes peut être amené à faire un double relais. Donc en fait, à vraiment rester dans la voiture pendant la durée de 2 relais, donc plus de 2 heures. Et ça, je dirais que d'un point de vue mental et vraiment physique, c'est la chose qui diffère le plus par rapport à une course de 4 heures, qui peut vraiment être plus éprouvant. d'accord. Sur les cas en course de 4 heures, les relais sont obligatoirement alternés? Oui, Enfin, il y a pas oui, c'est de ça. double relais, comme tu viens de dire? Oui, D'accord. alors ça, je suis pas sûr, mais en tout cas, moi, je l'ai jamais fait sur une course de 4 heures. À présent, si tu veux bien, on va reprendre des questions qui ont été posées, sur les réseaux. D'ailleurs, je remercie les personnes qui ont participé parce que par rapport à d'habitude, on a eu beaucoup plus de retours et de questions, qui t'ont été posées et merci aussi à toi, Dany, d'avoir joué le jeu, d'avoir repartagé, sur tes réseaux. Je pense que ça a une grande, incidence sur, le résultat des questions, en tout cas du nombre de questions et si tu veux, on va commencer. J'ai une question. Alors, il y a la première partie, je pense qu'on a déjà répondu, mais une partie qui peut être intéressante, c'est comment devenir pilote? Par où tu as commencé et comment ça a été au niveau financier? C'est surtout, je pense, la troisième partie de la question. Au niveau financier, c'est qu'on a parlé un peu du karting, fait que ce soit pas forcément le sport effectivement le plus accessible niveau financièrement, mais comment ça se passe même pour les catégories, quand tu es passé en Formule, Renault ou bien en endurance pour trouver le budget et puis même voilà, même le fonctionnement? Tu nous as parlé de devis, que les, teams, t'envoyaient. Comment tout ça fonctionne? Alors, malheureusement, c'est vraiment pas le sport qui est le plus accessible, parce qu'en fait, comme je l'avais expliqué avant, dès le karting, il faut quand même avoir des moyens financiers derrière, et puis c'est vraiment un sport que, pas tout le monde peut intégrer malheureusement. Même si tout est possible, hein, finalement, et puis qu'aujourd'hui il y a aussi des possibilités avec le sim racing de passer du simulateur au réel. Mais non, c'est vraiment le sport qui est pas le plus facile à intégrer. Je dirais que comment devenir pilote, je dirais que il faut commencer au plus simple possible, voilà, c'est-à-dire du karting de location, s'assurer que vraiment c'est ce qui nous plaît et que c'est vraiment ce qui nous passionne. Et puis ensuite, c'est vraiment y aller step by step. Aussi, toujours essayer de chercher du budget, voilà, essayer de vendre son projet, vendre son rêve pour approcher des entreprises et puis des particuliers pour en fait voilà essayer de trouver un budget pour pouvoir commencer. Moi par exemple j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu dès le début et puis qui m'ont financé mes débuts. Mais très vite j'ai dû me débrouiller en fait pour voilà aller chercher du budget un petit peu à gauche à droite, aller taper aux portes, on va dire, avec mon dossier sous le bras pour essayer de trouver du soutien à droite à gauche par tous les moyens qui sont possibles. Donc en fait, je dirais que ouais, si on n'est pas multimillionnaire dès le début, on part déjà avec des avantages. Mais je pense que je suis la preuve que tout est possible, que même avec des moyens qui sont limités, on peut arriver à faire de belles choses.
Mais voilà, c'est vraiment, un travail, énorme au quotidien et puis de nombreux sacrifices à faire. Puis je pense que pour les personnes qui veulent se lancer là-dedans, je pense que c'est vraiment une notion qu'il faut comprendre. C'est que c'est un sport qui est très injuste. Voilà, c'est que tout coûte tellement cher en fait que l'argent primera toujours sur le talent, malheureusement. Même si le talent est très important et puis qu'au final il faut faire des résultats, bien sûr. Mais c'est que voilà, un pilote qui a vraiment des millions derrière lui et puis qui peut se permettre de casser des voitures, de sauter des étapes, etc. Il aura toujours un avantage. Donc en fait, il faut vraiment se donner les moyens, il faut travailler très dur pour mettre tout en place et puis pouvoir gravir les échelons. Mais ouais, effectivement, c'est vraiment un sport qui est très compliqué et puis assez injuste de ce point de vue-là. Toi, actuellement, en fait, pour trouver des budgets, tu dois passer par des entreprises privées qui financent ta saison? Oui, entre autres, là, j'ai la chance d'être soutenu par, quelques entreprises de ma région et puis par des particuliers. Mais je dirais que le depuis le début, principalement, ça a été une histoire de famille. Voilà, c'est que, on a dû vraiment bâtir ce projet ensemble, aussi faire des sacrifices, pas que moi d'un point de vue personnel, mais aussi, d'un point de vue vraiment familial. Parce que voilà, forcément quand on est très jeune, on sait pas vraiment comment faire, on n'a pas forcément cette notion, du financement, qui est bien ancrée puis je dirais que c'est vraiment une histoire de famille avant tout. Et puis voilà, oui, moi aujourd'hui j'ai la chance d'être soutenu, par quelques entreprises et quelques particuliers, mais c'est surtout ma famille qui est derrière moi et puis qui m'aide dans toutes mes démarches, et puis, ce sont les personnes sur lesquelles je peux compter donc non, même de ce point de vue-là, c'est un travail d'équipe et puis une histoire de famille, quoi. Ça reste un beau projet, familial de ton côté et surtout on se rend compte que, voilà, c'est des choses qui sont pas, à prendre à la légère. En fait, c'est on dirait que ça fait, partie, en tout cas, intégrante du sport automobile finalement cette recherche de budget, en tout cas savoir comment trouver les budgets pour les saisons. J'avais eu le même cas avec, une personne qui était passée sur le podcast au niveau, moto, mais finalement ça reste à peu près le même, c'est les budgets qui peuvent, changer en fonction des disciplines et du sport, mais c'est vrai que ça reste à peu près la même, problématique en tout cas. Et j'avais une autre question, est-ce qu'un jour tu penses rouler au Mans? Alors j'imagine que dans cette question, la personne te parle des 24 heures du Mans, parce que le Mans, tu nous as déjà expliqué que tu as déjà fait des courses au Mans, mais est-ce qu'un jour toi tu penses, en tout cas aller aux 24 heures du Mans? Alors ouais, effectivement, j'ai déjà fait des courses au Mans, une course en monoplace sur le circuit Bugatti et puis à 2 reprises le championnat du monde de karting, qui se déroulait sur le circuit de karting qui est vraiment juste à côté du grand circuit. Mais pour venir à la question, ouais, les 24 heures du Mans, c'est mon objectif. Est-ce que je pense, y rouler un jour? Oui, sinon, tout simplement je ferais pas tout ce que je fais aujourd'hui et puis, je ferais pas tous les sacrifices que je suis en train de faire. J'aime bien dire qu'en fait, c'est vraiment mon objectif de vie. C'est que depuis que je suis tout petit, c'est vraiment, le sport automobile qui me drive. C'est ça qui me pousse tous les jours à faire des efforts, à même, voilà, bien travailler à l'école pour que mes parents soient contents et puis qu'ils continuent à me soutenir, faire du sport pour rester en forme. Hem et puis ouais, c'est vraiment un projet de vie et puis, bien sûr que si je pensais pas y arriver, bah, je ferais pas tout ça donc oui, je continue à travailler dur, pour pouvoir un jour, participer à ces 24 heures du Mans. En tout cas, ce serait vraiment le rêve et puis un accomplissement de vie, quoi. Très bien, je pense que ça sera en tout cas un point, une thématique qu'on pourra aborder, lors de l'épisode, plus avec le débriefing et puis, en savoir plus sur la suite de ta carrière. Je pense qu'on pourra creuser un peu plus, sur ça lors du deuxième enregistrement. Que c'est tout pour les questions, parce que la plupart des autres questions, je regardais, on a répondu au cours de l'épisode. Voilà, encore merci en tout cas à ceux qui ont participé. Et à présent, je veux savoir quelles étaient tes attentes et tes objectifs pour cette première manche, de la saison qui aura lieu au Castellet? Alors pour cette première manche de la saison, déjà on a fait les tests de pré-saison, sur ce même petit circuit au Castellet, sur le Paul Ricard, qui se sont très, très bien passés. En tout cas, j'étais vraiment à l'aise avec la voiture. Avec mon ingénieur Bertrand et puis mon coéquipier, Alexandre, on a pu vraiment, bien travailler, trouver des bons réglages, aussi appréhender ces nouveaux pneus, qui changent quand même, certaines choses sur le comportement de la voiture et puis sur la dégradation. Et puis en fait, voilà, on a fini ces tests en 1re position, avec vraiment un très, très bon rythme. Et puis du coup pour cette première course, en fait, j'ai espoir de pouvoir continuer sur cette lancée, que ça marche autant bien que pendant les tests. Et puis si c'est le cas, en fait, je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer.
sur cette course. Je pense que si tout se passe bien, que la stratégie se passe bien et puis que le rythme est là, je pense qu'un podium est largement faisable. En tout cas, moi personnellement, je vais tout faire pour et puis en tout cas un 1er podium en endurance, ça serait vraiment quelque chose de super. Et puis je dirais que ouais, c'est mon objectif en tout cas pour cette première course. Eh bien, c'est noté. J'espère en tout cas que ça t'arrivera à tes espérances, voire plus. Je voulais juste savoir où est-ce qu'on peut, également, on n'a pas précisé, où est-ce qu'on peut te suivre, suivre ton actualité en tout cas. Alors, sur les réseaux sociaux, principalement, Instagram où là vraiment après chaque course, après chaque journée de test, je fais un petit peu des débriefings, sur comment ça s'est passé, quelle position, et puis d'autres informations en fait sur le meeting. Donc mon Instagram c'est @dannybunshu, tout collé. Sinon aussi sur TikTok, je suis assez actif et sur Facebook aussi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est au Paul Ricard, il y a un reportage ou un espèce de mini documentaire qui va arriver, sur le week-end de course et puis, en fait, on va vraiment pouvoir voir, dans les coulisses, comment ça se passe et puis, pour ceux que ça intéresse et bah, c'est avec plaisir que vous pouvez, tout simplement, suivre ça, quoi. Ça sera disponible sur quelle, plateforme? Sur Instagram. Ah, mais c'est toi qui fais le documentaire, tu veux dire? Oui, oui, c'est ça, c'est ça et aussi, en fait J'avais pas ouais. compris, je crois que c'était le championnat, enfin en tout cas, l'organisation du championnat qui faisait ça, par rapport à toutes les équipes et toutes les courses, tout. Ouais, non, là, j'ai la chance d'avoir une équipe qui vient pour me filmer moi et puis regarder un petit peu ma préparation, vraiment dans les coulisses, comment ça se passe. Et puis sinon, en fait, je l'ai pas dit, mais tout simplement, la course, elle est diffusée sur YouTube. Il y a un live streaming, en anglais et en français. Et puis ça aussi, je le mettrai, certainement en story, Instagram, au moment venu et puis voilà, je mettrai le lien et puis, tout le monde pourra suivre la course, comme il veut, quoi. Et la course sera du coup le samedi, 29 au soir, si je me trompe pas. Enfin, au soir 19h, quelque chose comme ça. Ouais, c'est, samedi Ce sera 29 de 19h à 23h. Voilà. donc la semaine prochaine par rapport au moment de l'enregistrement, mais à savoir que l'épisode sortira la semaine, ce sera le week-end. Si vous écoutez l'épisode matin, ce sera ce week-end-là en tout cas, que vous pourrez suivre la course de Dany sur YouTube et puis, allez tout de suite le suivre en tout cas sur Instagram, comme ça vous aurez le lien depuis sa story, ce sera encore plus simple, plus facile d'accès pour pouvoir suivre, performance et en tout cas le possible podium pour Dany. En tout cas, ça fait plaisir de voir, que cette année, en tout cas les tests de pré-saison t'ont mis vraiment en confiance avec, les capacités de ta voiture et puis toi tes capacités en tout cas de pilote. Je pense que la saison en tout cas a l'air de bien débuter. Donc hâte de pouvoir en tout cas voir ça sur ce week-end de course. Merci beaucoup. Comme à chaque fin de podcast, je laisse le mot de la fin à mon invité afin qu'il puisse parler du sujet de son choix pendant le temps, désiré. Est-ce que toi, tu auras un sujet que tu voudrais parler ou mettre quelque chose en avant dont on n'a pas parlé dans le podcast pour ce mot de la fin? Alors pour le mot de la fin, je dirais que, tout le monde en fait, peu importe son projet, peu importe sa passion, peu importe, ses ambitions, je pense que, on peut tous être dans des situations où en fait voilà, on a un objectif et puis on n'a pas forcément, toutes les cartes en main en fait, dès le départ, pour pouvoir se lancer ou alors continuer. Par exemple, voilà, moi pendant ma carrière, il y a eu pas mal de moments en fait de doute où en fait, voilà, je pesais le pour et le contre, dire: «OK, est-ce que tous les sacrifices que je fais, est-ce que tous les efforts que je fais, est-ce que ça en vaut la chandelle?» entre guillemets pour, les chances que j'ai d'y arriver. Sachant que voilà, que ce soit dans le sport automobile ou dans d'autres domaines, voilà, il y a des personnes qui partent avec des avantages, le sport automobile en l'occurrence, c'est quelque chose qui est assez injuste. Mais je dirais que d'un point de vue plus général, il faut, vraiment jamais rien lâcher. Peu importe ce qu'on fait, peu importe, notre passion, peu importe notre domaine, je pense que le travail acharné, il primera toujours sur tout le reste. Et puis que si on se donne les moyens, si on continue de bosser dur, les opportunités, elles vont arriver, et puis il y a rien qui arrive au hasard. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que malgré les moments de doute où, voilà, je savais pas forcément si je pouvais aller continuer, l'année d'après ou, financièrement, c'était vraiment la catastrophe. J'ai jamais rien lâché, j'ai toujours, fait les choses qui allaient dans le bon sens, et puis les opportunités se sont créées à moi et puis aujourd'hui ma carrière, elle se dessine peu à peu, et je sais que c'est pas fini, je sais qu'il va falloir que je travaille encore très dur pour arriver à mon objectif. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il faut jamais rien lâcher et puis que, petit à petit, les choses, elles vont se mettre en place.
et puis que les opportunités, elles se créent aussi. Donc voilà, je dirais que pour toute personne qui ont un rêve, une ambition, il faut pas lâcher, il faut continuer de travailler. Et puis c'est comme ça que petit à petit, même si ça peut te prendre des années, vous allez arriver à votre ambition. Merci Dani pour ce message. Et puis on se retrouve bientôt après ta course pour enregistrer l'épisode débriefing et savoir dans les moindres détails ce qui s'est un peu passé et puis surtout d'avoir ton ressenti sur ce week-end de course. Et merci encore en tout cas de nous avoir fait découvrir ta discipline sur le podcast. Et c'était enfin, un moment super agréable. Et j'espère en tout cas que ça va bien se passer pour toi au niveau de la course et du résultat et au niveau même des sensations plus globalement. Yes, merci à toi. En tout cas, je me réjouis de revenir avec toi pour débriefer. Et puis voilà, d'ici là, je vais bien me préparer pour essayer de faire le meilleur résultat possible.